Et du coup, voilà. C'est parti? Allez. C'est faux. L'épisode 5 a fait plus de vues que l'épisode 4. C'est pas possible. Ben, une vue de plus. Il y a un bot qui l'a vu en plus, voyons. J'ai pas de... Non, attends. Contenu. T'as ton jeu. Comment? T'as ton jeu. Mon jeu? Ton jeu du Ouais. post-it. Le truc qu'il faut deviner. Ah oui, je l'ai. J'ai les deux. Quand il a demandé mon jeu, j'ai eu peur qu'il ait oublié. Ouais, il a oublié que ça existe. De quoi vous parlez? Voyons. Ah ouais, c'est marrant ça, le numéro... Rajin, mais c'est à cause de ses gros ins. Du coup, il y a plein de gens qui viennent voir les captures d'écran. Je sais pas. Ouais, c'est marrant. Écoute, c'est comme ça. Bien. C'est parti? Allez. Attendez, je m'ouvre la boisson. Ouh, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Shen, comment ça va? C'est quoi, c'est par là? C'est Bah, par ça là. va bien et toi? 6000 km nous séparent. Comment vas-tu? T'as quoi comme t-shirt? Un t-shirt Batman? The Night's Batman. Watch. Ah non. The Night's Watch. Avec Jon Snow et Sam et Batman. C'est The Night's Watch. Pourquoi pas? Mais Sam du Seigneur des Anneaux? Non, c'est pas Sam qui s'appelle. Non, c'est le Sam à Jon Snow. C'est son pote. D'accord. Et pourquoi il y a Batman du coup? Parce que que quand- c'est The Night's Watch. Parce qu'il surveille la nuit. J'ai besoin d'expliquer. The Night is Coming. Non, mais je sais pas, je m'étais dit, c'est un trio, tu vois, 3 personnages de la pop culture, un peu rigolo. Non, ils ont mis Jon Snow, puis son sidekick, puis ils ont mis Batman. D'accord. Ok, c'est cool. Salut Thierry, comment vas-tu? Ça va. Je suis perturbé parce que du coup, ils auraient pu mettre Robin aussi, mais bon. Oui, Mais mais oui, c'est déjà un White Walker, il est déjà mort. Chacun Ou son Nightwing. sidekick, tu vois. Ouais. Ouais, Et toi, voilà. t'as quoi comme t-shirt? Encore un t-shirt de groupe de death metal super inconnu. Ah, toujours ton groupe. C'est record. C'est Stavokor. Stavokor. Non, celui-là, je l'avais jamais mis dans une émission. Alors, contrairement au t-shirt de l'émission d'avant, Cardassian Forest, celui-là, c'est un vrai groupe. Voilà, Ah. c'est du death metal Klingon. Et c'est super marrant, ils ont un bandcamp, si vous voulez écouter. Est-ce qu'ils chantent vraiment en Klingon, tout? Ça dépend des chansons. Ok. Il y en a où ils chantent en anglais, il y en a qui chantent en Klingon, il y en a où ils font les deux. Et j'en reparlerai dans l'émission de Star Trek pour les nuls sur le fandom partie 2, je pense. Oh, Où je vous donnerai tu plus fais de du détails. teasing. Ouais, je fais du teasing, ouais. Sachant que je ne sais pas où on en est de Trek Analyse, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Oui, donc j'en mais ai peut-être déjà parlé. Ouais, mais je crois pas parce que le fandom numéro 2, ce sera peut-être pour 2024, il me Mais semble. on l'a pas encore enregistré, donc. Ouais. Enfin bref, ce soir, on se retrouve... Alors, en rythme d'écoute et de visionnage, pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, ça fait à peu près 2 semaines que vous nous avez pas vus, peut-être 3, mais je crois pas. Donc vous, ça fait un rythme normal, mais nous, ça fait super longtemps. Moi, je suis super content de vous retrouver. Ça fait quoi, un mois? Tant que ça? Ok, Ouais, un truc comme super, ça, ouais. super content les mecs. Un truc Bravo. comme ça. Ok. Et oui. Non, mais si, ouais, je suis content de vous retrouver. Il fera un peu de montage. Ouais, Ouais, là, ouh. écoute, non, c'est bon, les gens me détestent, c'est cool, on va garder ça. Donc ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de la saison 3, toujours de Star Trek Enterprise, qui s'appelle The Shipment, ou La Cargaison Maudite, en version française, toujours l'équipage dans The Expanse. Mais avant, vous le savez, où est la feuille? Le jeu, et vous allez voir, j'ai mis des moyens cette fois. Hop, j'ai imprimé une feuille Excel. Voilà. Wow. Le compte est toujours à jour, hein, donc Thierry a bien 1 point et Sean a 2 points. Mais cette fois, je vais noter une question qui a un lien avec Star Trek, mais qui est un peu décalée, puisque je vais parler d'un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire moi. Et je vais vous poser la question, je suis en train de noter, enfin si j'arrive à plier ma feuille, je vais noter le thème, pas le sujet précis, mais le thème du
tout premier hors-série de Star Trek pour les nuls. Et l'astuce, c'est que très probablement que ni l'un ni l'autre ne vous en souvenez, mais je sais que vous êtes tous les deux, que vous connaissez tous les deux le premier hors-sujet, parce que il me semble que Thierry, tu y as participé. Et si tu n'y as pas participé, tu l'as vu passer, c'est sûr et certain, absolument sûr. Et toi, Sean, tu l'as commenté, puisque c'était le premier commentaire, ça m'a marqué, c'était ah tiens, tu fais déjà des hors-séries. Donc, on vous écoute, messieurs. Ah, pas d'idée. Thierry? Tout premier hors-série de Le, Star Trek le, pour les nuls. le, Donc la première voilà. émission, on a parlé d'autre chose que de Star Trek. Non, alors, Star Trek pour les nuls, c'était les pilotes, puis les films, puis ce qu'on fait maintenant, très généraliste. Mais à la base, c'était que les épisodes et que les films. Donc la première fois que j'ai fait autre chose, j'ai dit que ça s'appelait un hors-série. Ah, ouais, désolé, le concept est un peu con. Hein. Alors, Ouais. je sais à peu près dans quel domaine on se situe. Mais alors, Sean, il triche. Tu triches. Non, je suis en train de regarder autre chose. Je suis en train de regarder les Simpsons. Là. Ça n'a rien à voir. Ben, c'est parce que Définition hors il est sur série. YouTube, là, il est en train de scroller. j'aurais envie de dire The Orville, mais t'aimes pas The Orville? Alors, premièrement, j'adore The Orville. Hein. Ah bon? Et si, j'aime beaucoup The Orville, ouais. vraiment, Okay. vraiment très très profondément. Et non, et alors c'est ça le truc, c'est pas si The Orville avait fait partie d'un hors-série. D'ailleurs, ça a fait partie d'un hors-série. Ça aurait pas été. C'est pas ça que je cherche. C'est pas The Orville. Ça aurait été les autres séries, tu vois. Et dans les autres séries, on aurait traité The Orville. Putain, le démarrage de l'enfer. Okay. Bah, c'était un comics. C'est plus un thème général. Thierry, il dit les comics. Et Sean. Totti. La musique, peut-être? La musique. Les soundtracks, tout ça. Hop. Il est parti, il nous a abandonnés. Il y a eu, en effet... Ah, Thierry a eu une déco intempestive. Il s'est fâché. Je suis toujours là. Ah, d'accord, il a coupé son... Ah oui, end programme. Ah non, reload programme. Les deux, hein, avant de faire partie intégrante des émissions Star Trek, ont d'abord été des concepts de hors-série, donc les comics et la musicale. Donc potentiellement, vous avez tous les deux la bonne réponse. Enfin, un des deux a la bonne réponse. Mais on saura la véritable bonne réponse à la fin de l'émission, parce que ce soir, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour se faire chier avec un épisode que j'attendais énormément, mais... Quoi? Nous allons donc parler ce soir de The Shipment. Oh là là, j'ai choqué. Tu parles de quel épisode? Alors, je compte sur toi pour être factuel dans ton résumé. D'accord, parce que tu as beaucoup de Et choses de à pas dire. en profiter pour te moquer de l'épisode, parce que je vais pas du tout être d'accord. Ah non, alors je n'ai rien... Vous allez voir. Mais non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Nous sommes donc dans l'épisode numéro 7 de la saison 3, The Shipment, traduit en français, La cargaison maudite, diffusé pour la première fois le 29 octobre 2003. Comme d'hab, les retours que j'ai trouvés positifs. Excellent épisode qui fleure bon l'esprit de tolérance et de compréhension de Star Trek. Ou encore, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Gralik en est l'incarnation parfaite. Il fait preuve de conscience face à Archer. Bon bref, oui, c'est vrai. Et impression négative, pas de suspense, pas de tension, pas de piquant, de peps, un tout très mielleux, toujours ce sentiment, ce début de saison 3 qu'il y manque le principal. Waouh. À noter avant le démarrage réel, cette fois l'épisode s'ouvre sur un récapitulatif des épisodes précédents. Il me semble que c'est la première fois dans la saison 3. Non, il y en a eu d'autres des récaps. Par contre, ce qui change là, alors il y a deux trucs qui changent là-dessus. C'est que
Tout d'abord, et c'est quand même assez vraiment à noter, c'est que c'est le seul épisode d'Enterprise, de tout Enterprise, où le récap commence par Previously on Star Trek Enterprise. Tous les autres épisodes qui ont un récap, ils commencent par Previously on Enterprise. Même les épisodes qui arriveront après. Ah ouais? Alors que la série a changé de nom officiellement. Ouais. Ah, ok. C'est étrange. Il faut demander à Braga pourquoi. Eh ben, je sais pas. Ouais, ok. J'ai pas mon fond. Ok, c'est parti. Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre réellement sur une réunion des Xindi. On a 2 reptiliens et un humanoïde qui discutent de la nouvelle arme et projettent de taper sur une planète inhabitée. On nous parle alors d'un tout nouveau matériau nécessaire, le chémocyte. Alors, j'annonce de suite, moi, ça y est, on n'est qu'à 2 matériaux nouveaux, le Trillium D et le chémocyte, mais j'ai beaucoup de mal avec ce concept. Et en plus, un peu plus tard, on nous parle d'un 3e, donc moi, je suis complètement paumé. Mais bon, alors, on a un très... Oui. Le chémocyte, c'est pas la première fois qu'on entend parler dans Star Trek. Ah. Dans l'épisode de DS9 dans la saison 4, il y a l'épisode Little Green Men, où Quark, Rom et Nog essaient de faire de la contrebande, et ben c'est de la contrebande de chémocyte qu'ils font. Ah, c'est énorme. Du coup, ça sert à quoi à cette époque-là? Enfin, remarque, comme le dit un des personnages principaux de l'épisode, ça sert à faire plein de choses, on peut tout faire avec, c'est assez merveilleux. On a un très joli mouvement de caméra qui traverse une projection holographique. Donc d'abord, on voit les personnages en transparence, certains en transparence, d'autres en normal. La caméra avance, elle traverse la projection, c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça bien plaisant. Et on nous dit que l'arme sera prête dans quelques semaines. Générique. Rien à dire sur cette intro, si? Non. Bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, donc... Non, mais comme d'habitude, la musique joyeuse de l'intro contraste un petit peu avec les intros menaçantes de la série. Voilà, c'est très bizarre et surtout que c'est choquant d'avoir mis cette version symphonique dans cette 3e saison qui est pourtant particulièrement lourde, quoi. C'était justement la saison où il fallait surtout pas faire, quoi. Mais bon, scène numéro 2 dans la faire une variante un peu plus militaire presque. Ouais, voilà, comme ils avaient fait pour l'épisode Miroir. Ouais, bref. Scène numéro 2, dans la salle de réunion dont j'ai oublié le nom, Archer, Reed et T'Pol discutent de la fameuse colonie mentionnée dans l'épisode précédent. Colonie qui n'a pas de défense à première vue. Il est possible que sur cette colonie se trouve une usine d'armement ou un équivalent. L'équipage projette alors de se cacher derrière la Lune pour garder un œil sur la colonie tout en étant caché, comme dans Star Wars 6. Et ça, il va falloir un peu m'expliquer comment ça marche, parce que on l'entend très souvent dans Star Trek, on va se cacher derrière cet astéroïde, on va se cacher derrière cette lune, ce soleil, etc., etc. Comment tu fais pour considérer que toi, depuis derrière la lune, tu peux scanner et continuer d'observer ce qui se passe et continuer d'avoir des communications tout en espérant être caché? Parce que moi, je fais partie de l'équipe qui dit si tu arrives à voir quelqu'un, cette personne arrive à te voir aussi. Même si tu as un sniper. Elle prend un sniper, elle te voit. Non, moi j'assume toujours qu'ils sont assez proches de la Lune ou de l'astéroïde ou de l'objet que, comment dire, ils sont dans la zone de radiation ou dans quelque chose. Fait que les scanners, ils n'arrivent pas à capter à travers. Mais alors pourquoi ceux de l'Enterprise arrivent à scanner depuis? Parce qu'ils sont plus loin, justement. Ils sont plus loin de l'objet. Ils sont pas contre. Ton exemple de sniper, genre si tu te mets dans un buisson, dans un buisson puis tu fais passer ton petit scope, personne qui te verra de loin. Très difficilement, ils vont tu voir prends un sniper, tu vois le scope. Ils vont principalement voir du feuillage. Oui, mais il faut vraiment que tu cherches. Si tu sais qu'il n'est pas là, tu ne chercheras pas. Ouais. Ok, c'est ça. Enfin, je suppose que c'est ça. Non, mais oui, d'accord. C'est parce que ça sert pour le plot. Ouais, non, mais ça, après, je dis pas que ça me sort du truc à chaque fois que j'entends, mais c'est juste un truc où je me pose la question, je me dis, mais comment ça peut marcher? Mais c'est vrai que même, c'est comme les fameuses ombres projetées. Si tu es derrière le carcan,
au bout tu prends suffisamment de recul, tu es toujours dans l'ombre, mais toi, tu vois de l'autre côté. Enfin bon, ok. Je suppose que maintenant, avec ce que vous me dites tous les deux, ça peut fonctionner. Ok. J'aime beaucoup la dynamique de cette première scène, puisque en fait, on a 3 personnages qui apportent des points de vue différents sur la situation. Reed a un aspect évidemment très tactique militaire. T'Pol très prudente, et Archer doit prendre des décisions, et j'aime bien quand ça fonctionne en trio comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Archer décide de prendre une navette pour aller sur place. Oui. Alors, je note juste qu'on a vu que l'Enterprise, il y a eu des réparations par rapport aux dégâts qui ont été faits dans l'épisode précédent, dans Exile. D'accord. Je me rappelais plus qu'il y avait eu des dégâts dans le. Ouais, il y avait sur le haut de la soucoupe, je sais plus, il y avait une. Il y avait toute une partie à cause d'une anomalie qui avait explosé, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié que les dégâts ont été réparés. Donc on peut en déduire qu'il s'est passé un certain temps entre les 2 épisodes. Oui, au moins une journée. Après, ça dépend de la vitesse de réparation. Scène numéro 3. Ils n'ont pas des petits robots comme dans Discovery pour réparer tout Scène numéro 3. Dans la navette, Archer, Reed et Hayes, le chef d'Elon, vont se poser en se faisant passer pour un météorite. Ça, c'est assez cool. Ils surfent sur l'atmosphère, ça crée une flamme, et du coup, les gens qui observent ça vont dire tiens, c'est un météorite. D'ailleurs, j'ai pris une capture d'écran. C'est cool. Ah oui, pardon. Hop, ça commence. Désolé. Hop, météorite. Vous avez fait un vœu ? Vous voulez que ça s'arrête vite, c'est ça ? Allez, scène numéro 4. Sur la planète, le groupe progresse déjà très rapidement dans la jungle. Ça y est, moi, je réalise derrière mon écran, c'est l'épisode avec les arboricoles. Je suis trop heureux. Ils observent le bâtiment et c'est confirmé que ce sont bel et bien les Xindi. Très beau bâtiment. Il est classe, il est cool. On le revoit 2-3 fois dans l'épisode et à chaque fois, je me dis, oh, il est cool. Les arboricoles, c'est des sortes de paresseux, dans le fond. C'est des jeux. C'est des feignants. Non. Moi, on verra quand on va commencer à parler des arboricoles. Je sais pas, c'est très étrange. Surtout qu'on apprend dans cet épisode. Mais non, on va y revenir dans 5 minutes. Scène numéro 5, on avance très vite. Sur le pont, T'Pol et l'équipage reçoivent quelques infos et se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin. Archer dit qu'il veut regarder d'un peu plus près. Le groupe pénètre alors le bâtiment et trouve tout un tas de trucs de SF, notamment un nouveau matériau inconnu. Il s'agirait ici du fameux matériel qu'on nous a présenté un peu plus tôt. Un groupe de singes rentre dans la pièce et papote, comme par hasard, de l'avancée des recherches et de la production. Et là, oui, alors, est-ce que ce sont des paresseux ? J'aurais dit qu'ils ont quelque chose, mais ça, c'est à cause de la planète des singes, j'aurais dit qu'ils ont quelque chose des orang-outans à cause de c'est pas eux, les Xindi primates. Non, ce sont pas eux, les Xindi primates. Et ça, c'est très surprenant. Ah non, je trouve pas ça surprenant du tout. Et d'ailleurs, il y a une phrase dedans là, qui m'a bien plu là-dessus. C'est à ce moment-là qu'ils discutent de ça ou c'est un peu plus tard ? Non, c'est plus tard. Il me semblait l'avoir noté. Ouais, c'est plus tard. Parce que là, moi, j'ai d'autres choses à vous poser comme question avant, si vous voulez. Je me demande en fait comment le groupe de Archer fait pour comprendre ce qui se dit dans cette pièce. Parce qu'ils sont cachés juste à côté. Ok, ils peuvent avoir des traducteurs universels, mais on a vu dans l'épisode avec les crapauds de l'espace comment ça se passait. Le traducteur universel, il parle à haute voix. Donc, est-ce qu'ils ont pensé à prendre des oreillettes ? Comment ça fonctionne ? Comment c'est possible ? C'est une vraie critique. Rémi, 1, Enterprise 0. Je peux t'en trouver une réponse. Ouais. Mais c'est un laboratoire où ils ont beaucoup de clients de races différentes. Peut-être qu'il y a un traducteur universel intégré. Ah, pas bête. C'est pas choquant. Et comment ils parlent en américain ? Mais ils parlent pas en américain en soi, ils parlent en koala, mais... Ils parlent en koala. mais le labo traduit pour nos amis. Et comment... Et pour le spectateur.
Mais comment Malgré, c'est possible? Ça marche pas. malgré le fait que le Laboul n'ait jamais entendu parler la langue. Jamais- Mais oui. Ah, et puis Après, même, c'est pas la première fois qu'on a ça, hein, parce que non, c'est un regarde, truc très récurrent dans tout. quand ils sont allés au marché, c'était pareil. Ce que je pense, c'est que Mais dans toutes les séries Star Trek, hein, même TNG, Dans TOS. Oui, non, les mais ça, séries dans Star TNG, Trek, ils ont des traducteurs universels du futur sur leur com badge, donc Ouais. c'est vrai que Ouais. dans Enterprise, il est un peu plus primitif. Après, ce qu'on voit dans l'épisode avec les amphibiens, là, il est peut-être pas encore calibré, le traducteur universel, et c'est pour ça qu'il fait un espèce de truc de voix machin. Alors que les Xindis en ont déjà croisé, ils ont déjà pu peut-être dans une ellipse calibrer le traducteur universel Et du là-dessus. coup, on sait que les insectoïdes et les sous-marins ne parlent pas la même langue, ni entre eux, ni avec les autres. Mais est-ce que les reptiliens, les primates et les arboricoles parlent la même langue? Et il est où le 6e? Ah non, On en parlera plus tard. Et non, mais c'est tout un tas de questions qui me fait me poser plein de questions. Bref. je vais te donner le point pour ça, parce que c'est vrai qu'ils n'y ont pas pensé. Je pense que ils ont tellement l'habitude, Berman puis Braga, ils avaient tellement l'habitude avec Voyageur, avec Deep Space Nine, que tout était toujours traduit, donc ça marchait. Après, Et là, en repartant dans le passé, ils ont peut-être oublié. et après une fois de plus, le veux public noter d'Enterprise aussi. n'est pas le même que... Bon. Oui. Bah, je veux noter aussi quand même que Star Trek, c'est la première série à avoir donné une explication à ça. Les autres trucs de SF avant, tout le monde parlait américain, ils se posaient jamais la question. Des fois, vaguement, ils disaient que c'était le common tongue. Ouais, voilà, mais Tout le monde ils parle arrivaient cette langue-là. sur des lunes, même après, hein, genre en Cosmos 1999, ils arrivent sur des trucs ils ont jamais vu d'humain de leur vie, mais ils parlent anglais, quoi, ils parlent américain. Dans une des premières moutures du scénario pour la planète des singes, la question est évoquée. Ils font comme dans le livre, Zira apprend la langue des humains. Enfin, des humains. Je sais plus comment il s'appelait. Parce qu'à ce moment-là, il s'appelait ni... Bon, bref, voilà. Tous les Mais castors ça n'a du pas monde, été fait. tous les Tous castors les du castors monde, du monde. oui, ils se connaissent pas, mais ils font les mêmes barrages. Ouais. Mais... Donc peut-être que toutes les espèces de l'univers ne se connaissent pas, mais parlent quand même américain. Et aiment les pizzas. Toutes les baleines du monde ne se connaissent pas et ne parlent pas la même langue. Elles ont des accents et des langages différents suivant les régions du monde. Probablement parce que d'après le documentaire Star Trek 4, les baleines viennent d'un univers différent. Bien. Voilà, donc moi, ça m'a posé des questions et j'étais tout content de voir des arboricoles. Et là, je me suis dit, mais comment ils font? Bon, bref. Scène numéro 6. L'Enterprise télétransporte un échantillon de cette toute nouvelle matière. T'Pol et Tucker la récupèrent et reçoivent l'ordre de l'analyser. Enchaînement direct avec la scène numéro 7. Et là, j'ai noté, à ce moment-là, vous allez voir que je suppose dans les épisodes à venir, je vais avoir de plus en plus de mal à découper les scènes, comme je le faisais jusqu'à présent, parce qu'on a des liens entre les scènes qui sont de plus en plus insidieux. Là, très souvent, en fait, dès qu'on est sur l'Enterprise, on a, en fait, j'allais dire Riker, pas du tout, Archer. Archer au bout du fil, en train de donner des ordres, et puis on revient sur Archer, pas Riker, et puis on rebondit, on repart sur l'Enterprise, et j'ai beaucoup de difficultés à découper les scènes comme je le faisais jusqu'à présent. Et spoil alert, dans l'épisode suivant également, j'ai pas mal de difficultés là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais moi, ça m'aide pas beaucoup. Merci, pas merci YouTube. S'ils avaient su que 20 ans plus tard, Rémi 2D, il allait galérer, j'espère qu'ils auraient pensé à moi et qu'ils auraient fait différemment. Scène numéro 7. Sur la planète, Reed et Lelon sont OK pour détruire le complexe. Archer dit oui, mais d'abord, il faut savoir où part la chémocyte. L'enquête n'est pas finie. Et oui, il suffit pas de tout péter. Mais bon. C'est alors qu'un singe sort et déclenche la scène numéro 8. Et oui, scène numéro 8. Le singe est dans ce qui semble être ses appartements et se sert une boisson lorsque soudain le groupe d'Archer surgit de nulle part. Archer dit « J'ai des questions pour vous. Coupure pub ». Alors, Archer, il dit oui, mais il dit pas oui tout de suite. Hein. Et il dit pas oui de manière très tranchée.
Ah bon? Puis, moi, j'ai trouvé qu'il Bah, était assez ok. Ouais, je suis d'accord, on va le détruire. bah non. À moins que je confonde avec un autre dialogue, mais pour moi, c'est dès maintenant. J'ai noté même une phrase, il dit « They think they are acting in self-defense ». C'est à ce moment-là? Ben oui, parce que c'est avant de rencontrer la personne dont on va parler juste après. D'accord. Ah ben, je l'ai pas noté. Et il me semblait que là, sur le coup, il était bon. Il était là, ok, on y va. Il, tu vois, il dit donc Tarit qui dit bravo, bravo monsieur, enfin même chef, enfin bref. Il y a 3 mois, on est entré dans l'expanse. D'ailleurs, du coup, ça nous donne une Ouais. indication de temps. Ça fait 3 mois Non, qu'ils sont ça, rentrés dans c'est l'étendue delphique. un peu plus tard. Ça, Euh, c'est dans 2 scènes. Scène numéro 11. Ah, pardon. Ouais. Oui, tu as raison. Pardon, Eh, excuse-moi. C'est ma faute. évidemment que j'ai raison, J'ai puisque, tort. hop, je n'ai jamais tort. Le dit la bannière. Bah, du coup, on enchaîne. Scène numéro Il 9. faut qu'on lui trouve quelqu'un pour faire ses bannières parce que quand il les fait lui-même, ça va pas du tout. J'en ai qu'une seule. Voilà. Et elle est très bien. Gare à toi. Scène numéro 9. L'interrogatoire du singe commence. Il dit s'appeler Gralik Dur. Le ton monte très rapidement tant le singe tend à ne pas vouloir lâcher d'infos. Il ne sait pas à propos du sas de décompression, ai-je noté. Archer ferme la porte et commence à s'agacer. Il crie sur Gralik et lui dit que la chémocyte est utilisée pour fabriquer une arme qui détruira les humains. Le singe semble réellement surpris, de même que moi qui suis surpris qu'il soit surpris. J'avais complètement zappé, mais ça sera reconfirmé un peu plus tard. Gralik et cette colonie ne sont pas au courant des agissements des Xindi. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites c'est du jeu ou vous le croyez de suite comme moi je l'ai fait? Bah, la première fois, parce que là, évidemment, je le sais, mais la première fois que j'ai vu l'épisode, je pense que je savais pas. Je pense que j'ai pas tranché le truc à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, ça peut être autant l'un que l'autre, Ça quoi. peut être l'un que l'autre. Voilà. D'accord. Parce que moi, Non, moi, la première fois que je l'avais vu, moi, dans ma tête, parce qu'il joue très, très bien, ce gars-là, il faut le dire, là, cet Ouais, acteur-là. Et il me semblait que dans sa performance, il faisait pas un semblant. Ça paraissait assez véritable comme réaction. et Et puis c'est pas mis en avant, genre une contre-plongée avec le mec qui veut oh, quoi? Attends, de quoi vous parlez? C'est pas surjoué, machin. C'est tellement fait en finesse que moi, il me semble que la réaction à ce moment-là est totalement on voit déjà à ce moment-là dans transparente. l'épisode que le sujet de l'épisode va pas être est-ce que ce gars-là ment ou pas. C'est pas ça. On n'essaie pas de traiter sur ce sujet-là. On essaie déjà de mettre Archer dans une position particulière. C'est ça qu'on essaie de traiter. C'est Ce vrai. qui rend cet épisode très bien et très intéressant, monsieur. Mais alors, je suis totalement d'accord avec ce que dit Sean et je voudrais un peu rajouter effectivement sur le fait que l'acteur joue vachement bien et que j'avais déjà dit pour un autre personnage, mais jouer avec autant de maquillage sur la gueule, c'est pas évident. Ouais. Donc, il joue très bien, en plus en tenant compte des conditions dans lesquelles il joue, quoi. Et surtout que les deux autres primates, non, ce ne sont pas des primates, les deux autres arboricoles, eh ben, pour le coup, déjà, on entend qu'ils ont un masque, hein, parce que quand ils parlent, ça fait, il y a un effet de résonance, ça fait chou, 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 et ils sont beaucoup moins bons que lui. Ouais, c'est marrant. Alors après, il y a Cette- peut-être une possibilité, mais ça, j'en sais rien, j'ai pas d'infos. Mais en gros, typiquement pour créer les masques, il y a deux matières qui sont utilisées. Il y a le latex et il y a le silicone. Et en fait, le silicone est beaucoup plus souple et plus résistant que le latex, mais coûte beaucoup plus cher aussi. Et c'est possible qu'ils aient fait les masques des arboricoles secondaires en latex et qu'ils aient fait le masque de Kralik en silicone pour que justement il ait plus de mobilité. Surtout qu'il y a beaucoup plus de gros plans sur lui aussi que les deux autres. Oui, on voit ses dents et sa langue Ouais. à plusieurs reprises. Ça me fait penser, moi, au maquillage de Quark par rapport à tous les autres Ferengi. Quark est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fait.
que, que les autres dans Deep Space Nine. Scène numéro 10, sur l'Enterprise, T'Pol et Tucker, en fait c'est eux la science, la team science, hein, étudient la chémocyte, pas de doute, elle a été utilisée dans l'arme qui a déjà attaqué la Terre, et on en trouve également dans les fusils des Xindi. Alors c'est pas exactement ça qu'on retrouve dans l'arme des Xindi, mais j'ai pas très bien compris, on trouve un truc quantique, je sais pas quoi, qui entre en résonance, qui ressemble. Bref, moi et la technologie, vous avez compris que même quand je me moque pas, ça ne fonctionne pas. Scène numéro 11. Ce n'est pas du tout le moment, mais Reed félicite Archer pour son bon travail des 3 derniers mois. Il a réussi très rapidement à obtenir des infos sur les Xindi, ce qui est vrai. Mais au lieu de dire merci, Archer commence à faire de la philosophie sur le fait qu'ils sont là pour empêcher la guerre et non pas en déclencher une, patati patata, espèce de lopette. Il a peur que détruire le complexe ne conforme les peurs des Xindi. Reed lui rappelle le nombre de morts qu'a fait l'attaque et à contre-cœur, Archer ordonne la destruction du complexe, mais de manière ultra contrôlée. J'ai fait ça pour te provoquer, Thierry. Viens chercher la bagarre. Ouais, c'est bien ce que je me disais, parce que tu as fait exactement ce que j'espérais que tu ferais pas et que j'ai dit au début de la série. Et en plus, tu as dit un truc homophobe. Bravo. Et non, justement, c'est. Si Lopette, ça, c'est désolé. Ça n'était pas dans ma vision. Femmelette, j'aurais dû dire. Tiens, c'est encore mieux. C'est misogyne. Non, désolé. J'enchaîne, je fais exprès. Tout le monde, pas. c'est bon. Arrive bientôt toute forme de xénophobie. Vous inquiétez pas. Chacune va en prendre pour son grade. Non, justement, c'est un peu la manière dont l'épisode commence à amener finalement l'enjeu. Qui va être Archer il commence à se dire que finalement il commence à avoir un tout petit peu d'empathie pour les Xindi. Voilà, c'est ça c'est vraiment les prémices de ça, et on verra pour la suite, mais dans le contexte de la saison, et c'est là tout l'intérêt d'avoir une saison qui est feuilletonnante comme ça, c'est que je rappelle au début, ils étaient là pour tuer du Xindi, quoi, Premier épisode, il débarque sur la planète, arme pointée, prêt à défourailler dans tous les sens. Et c'est dès le premier épisode, d'ailleurs, il commence à avoir des doutes. Et on a une continuité là-dessus, c'est très bien joué. Surtout qu'on a un petit peu de temps en temps des soubresauts. Dans l'épisode précédent, je me souviens plus trop comment ça finit quand il découvre la colonie, dans quel état d'esprit il est. Mais il me semble me souvenir que dans celui d'avant, finalement, il est réénervé à nouveau contre les Xindi. Donc, il est prêt à en découdre à nous. Donc, c'est très bien. Je trouve ça intéressant parce que ça te montre vraiment l'évolution qu'a eu Archer au cours de ces 3 derniers mois. Donc, c'est sympa qu'il nous donne comme un indice temporel là-dessus. Mais aussi, oui, ça aurait été l'épisode 1 ou 2, effectivement, il aurait fait exploser la Lune au complet. Fuck you, il n'y a plus rien ici. Je brûle les arbres, tu sais. Il n'y a plus de... Même la faune et la flore, c'est fini, il n'y a plus de serpents. Mais là, non. Là, il est réfléchi. Aussi, c'est probablement parce que j'aime pas beaucoup Reed que ça me fait ça. Mais moi, j'ai l'impression que Reed essaye de justifier son existence en voulant faire quelque chose qui a de rapport avec des armes. Donc, il veut détruire quelque chose. Donc, du coup, il essaye de titiller le capitaine pour qu'effectivement, hey, rappelle-toi, on est là pour tout détruire. Vas-y, on fait ça, vas-y, on fait ça. Quand il commence à féliciter Archer, j'étais là, mais quelle espèce de va-t-en-guerre, quoi. C'est vraiment un mec, il est là, lui, il n'a pas la moindre réflexion, il n'a plus rien à faire. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce type? Il irait bien dans l'univers miroir, quoi. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il a ce rôle dans. Il me semble que ses ancêtres étaient des capitaines sur des vaisseaux de guerre anglais. Ils travaillaient pour la couronne. Et lui, il a déçu la famille en n'étant pas un véritable militaire. Non, puis lui, il n'a pas forcément fait le cheminement qu'a fait Archer. J'irai pas jusque là où tu vas, Sean, mais je pense que la manière dont, le fait qu'ils disent ça à ce moment-là, alors que comme tu dis, Rémi, c'est pas tout à fait le moment, c'est peut-être aussi un moyen de rappeler à Archer qu'ils sont là pour buter des Xindi, tu vois, de son point de vue à lui. Ouais. Parce qu'il a peut-être pas fait le cheminement qu'a fait Archer. Non, mais tout à fait. Pourtant, il a été transformé en crapaud de l'espace lui aussi.
C'est parce que c'est Tu un devrais petit avoir peu quoi? ça, là. Un lien de crapaud? Je comprends pas. On a échangé des verres ensemble. Mais non, mais lui aussi, la question, elle s'est posée. Il a été transformé en cette fameuse espèce. Et Archer a eu entre ses mains la possibilité de détruire totalement cette espèce. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Reed, de ça? Et Oshi, d'ailleurs. Mais bon, Oshi, elle est beaucoup plus nuancée de manière générale et positive. Mais bon, Reed, il aurait pu avoir une réflexion là-dessus aussi. Se dire, attends, moi, c'est hors de question ce qui m'est arrivé que ça arrive à d'autres. Hein. Détruisez-moi ce virus. Ben non. Je C'est bon? l'interprète pas comme ça, moi, Reed. Tu vois, Non, mais là, c'est une possibilité. Il aurait pu penser ça comme il aurait pu penser autre chose. Trip, je le vois comme ça. Lui, il veut pas ce qui est arrivé à lui, il veut pas que ça arrive à d'autres personnes. Reed, je le vois pas comme ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup. C'est peut-être que je l'antagonise un peu trop parce que je suis pas fan du personnage, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup. Je veux sauver moi. Puis bon, écoute, une fois que c'est réglé, on passe à autre chose. Je pense qu'il avait vraiment pas vraiment d'opinion sur quoi faire avec les gens crapauds. D'accord. Oui, non, là-dessus, je pense qu'effectivement, il n'a pas d'opinion, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah, ok. Et je pense qu'il a un peu une déformation professionnelle, tu vois, en tant qu'officier tactique. Il pense d'abord tactique, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Sécurité. Non, mais c'est un peu comme Ward dans il- TNG, quoi. Tu il vois, se détache de il l'humanité voit un de la vaisseau. chose. Ah, je charge les torpilles à photons. Il sait pas qui c'est, voilà. mais c'est pas grave. Voilà. Il y a un peu Shields up. la déformation du Captain, métier. we must fire. Pourquoi? C'est qui? Ils On se sont sait pas dit qui bonjour. Scène numéro 12. Dans l'appartement du singe, le colonel Hayes et Gralik échangent quelques phrases polies. Le singe veut retourner travailler, quel sérieux, alors que le Lone lui dit de rester assis. Archer revient et je remarque que les Xindi ont des lampes en forme d'œuf transparent. T'as pas pris une capture d'écran à ce moment-là? Vous les avez remarqués, d'œuf transparent. Non, par contre, j'ai pris une capture d'écran de Gralik que j'ai complètement oublié de mettre. En contre-plongée, qu'est-ce qu'il Il y a est... du maquillage énorme là-dessus. Il est, j'allais dire beau, mais c'est pas le bon terme. Hein. Il est très vraisemblable. Peut-être très beau pour son espèce à il est lui. peut-être... Ouais, je sais pas. Écoute, Tu sais pas. c'est possible. Archer, donc, confronte le Xindi avec un élément de l'arme qui a attaqué la Terre. Le singe est toujours aussi surpris et continue de refuser d'accepter son implication. Il précise même qu'il n'a jamais entendu parler des humains et de la Terre. Donc là, confirmation si vous obligé aviez de un le doute. croire parce qu'il porte 3 ceintures. Personne qui porte 3 ceintures ne mentirait, voyons donc. Ok. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, il est vraiment surpris. Et si on avait le moindre doute avec la scène précédente, là, pour le coup, moi, c'est balayé. Et d'ailleurs, Archer est convaincu, on le voit dans son jeu, il est convaincu à cet échange-là qu'en effet, ce Xindi-là n'a rien à voir là-dedans. Ce qui sous-entend quand même, à nouveau, depuis le début de cette saison, on pensait les Xindi très soudés. Et à chaque épisode, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas soudés du tout, ils sont même carrément dispersés, hein, puisqu'ils n'ont même pas de planète, personne n'est jamais d'accord pendant la réunion, etc., etc. En fait, c'est de pire en pire. À chaque épisode, je me suis dit, en fait, c'est un gros coup de bol, quoi, ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent. Scène numéro 13. Pardon. Phlox et Tucker analysent le fusil Xindi qui est composé en partie de matière organique. Une fois démonté, on trouve dans les fusils des larves de l'espace. Il y a une image. Hop, on trouve... Ah non, il n'y a pas d'image des larves. Il y a une image. Si, j'ai prévu l'image des larves. Les larves de l'espace. Phlox confirme qu'elles sont bel et bien organiques et en vie. Lorsque Tucker retire une larve, une autre pousse à son emplacement. What the frac? C'est un Phlox, peu... Phlox, il prend ça dans sa main, comme ça, Oui. très courageux. Aucun problème. Il n'a pas fait d'analyse du tout sur ce que c'est. En plus, j'ai l'impression que c'est fait exprès parce que tu vois Trip qui hésite un peu à lâcher le truc sur sa main, tu sais. Il tient vachement au bout de sa pince. T'es sûr? Enfin, c'est dégueulasse. Allez, t'as tendu ta main, écoute, débrouille-toi maintenant. Ouais, écoute, c'est ton problème. Je suis médecin, je sais me laver les mains. Bref, scène numéro
14. Je n'arrive pas à compter du tout ce soir avec les doigts, ça ne marche pas du tout. Gralik explique à Archer son quotidien. La commande de Kémocyte passée par Degra, qui est le chef Xindi primate, qui veulent l'arme, allait apporter la prospérité à la colonie qui se moque des affaires extérieures. C'est donc, il me semble, la première fois qu'on entend le terme primate concernant les Xindi qui ressemblent le plus à des êtres humains. Et donc, ce que moi j'aurais appelé des primates sont des arboricoles. Ce qui va dans ton sens, Thierry, tu es très heureux. Justement, c'est là il me semble que c'est là qu'il y a la phrase à laquelle je faisais référence tout à l'heure, où en gros il dit les Xindi primates, je sais plus comment il dit ça, mais il dit ils sont comme vous, ils ressemblent à des singes. Un truc comme ça. Et je trouve ça cool parce que effectivement on est des primates, quoi. On est des singes. Et voilà, on est juste une sous-catégorie de ces espèces-là. Une surcatégorie, s'il te plaît. On n'a pas de queue, nous. Donc en fait, effectivement, ça. Non, je trouve ça cool. Mais du coup, ça aurait été trop facile de faire des arboricoles, des primates. Et puis ça me dérangerait pas d'avoir une queue. Voilà. Ok. Je veux pas savoir. Ça marche. Oui, pour attraper des trucs, c'est pratique quand même. Non, mais du coup, ce qui confirme un peu ce que disait Sean plus tôt, ce serait plutôt, les arboricoles seraient plus proches d'animaux comme des paresseux ou des koalas, qui ne sont pas des primates, il me semble. Ou des kangourous arboricoles. C'est ça, je viens de lire, apparemment les koalas et les paresseux font pas partie de la même famille. D'accord. Apparemment. Pourtant, ils sont lents et ils mangent des trucs verts. Exactement, mais pourtant, les paresseux font partie de la famille ils font faire partie de la famille ça s'appelle les mangeurs de fourmis, là. Les tapirs. Les tapirs, d'accord. Ouais. Bref, il y a plein d'espèces arboricoles qui ne sont pas des primates, donc ça peut être un peu... Des lémuriens aussi. Est-ce qu'ils se sont vraiment inspirés d'une espèce en particulier, ou est-ce qu'ils ont fait un truc un peu au pif au pif. Non, mais bon, bref, c'est cool parce que du coup, comme tu dis, ils ont réfléchi la chose un peu plus. Ils ont des longues griffes. C'est pour ça que ça me fait penser aux paresseux, parce qu'ils ont aussi des longues griffes. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ok. Donc, je sais plus où j'en suis. Gralik, dit que vu que Degra est un primate, il lui faisait confiance. Bravo. Archer parle alors du fait qu'il y a 5 espèces différentes et des difficultés que cela doit apporter de manière générale. Gralik explique alors qu'il y avait une sixième espèce, les aviens, qui a longtemps disparu depuis. On apprend alors, la phrase ne veut rien dire, mais je me suis compris. On apprend alors que les aviens étaient tous sur la planète des Xindi lorsqu'elle a été détruite lors d'une guerre. Je passe sur les détails, mais en gros, aujourd'hui, les Xindi sont dispersés dans toute l'étendue delphique. Hayes demande à Archer et lui explique qu'il y a beaucoup d'activités autour du bâtiment. T'Pol appelle alors et annonce qu'un vaisseau Xindi approche. Mal articulé ce soir, ouais. Toi, tu passes sur les détails, c'est correct. On n'a pas besoin de le répéter pour l'émission si tu veux pas. Mais je tiens à préciser que c'est très intéressant, tous ces développements-là. On apprend, même si c'est techniquement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, c'est très intéressant d'apprendre tout le lore et toute l'histoire de cette race, comment ça se fait que la planète est détruite, ils se sont détestés, comment ça s'est passé. Et voilà. C'est merveilleux, on peut en parler autant que vous voulez, c'est pas un problème, c'était juste pour pas faire un résumé trop long. Donc si vous voulez en parler, on en parle, parce que c'est très cool, hein, même la manière dont la planète est détruite. Ouais. C'est, moi, à faire des short treks à l'époque où ils en faisaient, j'en aurais fait une là-dessus, ça aurait été fantastique de voir la fin de la planète Xindi. Ouais. Ils font des very short trek en ce moment, mais bon, bref. C'est dégueulasse. C'est abominable. C'est pour ça que j'ai dit bon, bref, parce que je veux pas vu. J'ai regardé que le premier et je ne regarderai pas les suivants. Ne regardez pas ça, s'il vous plaît. Et donc, oui, c'est super cool d'avoir du world building. Hein. C'est toujours bien dans Star Trek d'en apprendre plus sur l'univers et surtout voilà, sur des espèces sur lesquelles il y a des enjeux aussi comme ça. Et je voulais dire un truc. Oui. Est-ce que... Alors déjà, ça renvoie un petit peu... Ce qui est marrant, c'est que c'est plus la guerre froide.
mais ça renvoie un petit peu à des thèmes qu'il y avait beaucoup pendant la guerre froide, de dire est-ce qu'on va s'autodétruire et et c'est bien, tu ruines complètement le truc un peu sérieux, tu vois. Parce que voilà, il y avait vraiment On cette peur jongle sur les... de la destruction mutuelle, tout ça, Ouais. avec les armes nucléaires. Non, et puis, Et là, on n'est plus oui, voilà. dedans, mais ils ont fait des échos à ça. En On montrant revient que quand même, sur leur planète, il y a eu un genre d'équivalent en pire, et qu'eux, ils sont allés au bout, quoi. Ils ont tout détruit. on vient quand même à ce moment-là de démarrer la deuxième guerre du Golfe. Et ça faisait longtemps que les États-Unis n'étaient pas rentrés en guerre, au moins 10 ans. Et du coup, il y a quand même un truc du côté attention à la guerre, quoi. La guerre, Il y a un truc avec ça d'ailleurs aussi. Et, Mm. parce que bon, la guerre du Golfe, on savait très bien que leurs armes de destruction massive n'existaient pas, tout le monde le savait. À ce moment-là, Tout le monde l'a toujours su. On a toujours su que c'était un truc qu'il avait inventé pour justifier sa guerre. Enfin bref. Mais il y a aussi un truc par rapport à la guerre qui m'a fait penser, c'est justement dans la discussion entre Gralik et Archer, où tu sais, Gralik il est choqué un peu de ce qu'Archer lui dit, il a du mal à le croire lui aussi de son côté. Et il dit un truc, il dit perhaps our greed blinded us from the possibility that it will be used in constructing a weapon. Donc peut-être que notre avidité nous a aveuglés sur la possibilité que ça pourrait être utilisé pour fabriquer une arme. Et est-ce qu'il n'y a pas un genre de métaphore par rapport à ce qu'il dit, et même par rapport à l'épisode en général, mais surtout la position de Gralik, avec l'industrie de l'armement, ou même plus largement, moi ça m'a rappelé un petit peu, alors je pense que je vais un peu loin là-dessus, ça m'a rappelé The Good Place, la série The Good Place, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu que la première saison. où en gros, à un moment donné dans la série, il y a une explication comme quoi plus personne va au paradis parce que c'est devenu impossible de vivre de manière éthique dans le monde en fait dans lequel on vit, où tout est un peu décentralisé, éparpillé, où tu vas faire une action, tu vas acheter un truc dans un supermarché, mais en fait ce truc-là, il a été fabriqué par des enfants qui crèvent la faim dans un pays pauvre. Tous ces trucs-là, et ça du coup ça encourage ce commerce-là. Ce genre de truc-là, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi? C'est-à-dire qu'ils fabriquent des trucs, ils ne se préoccupent pas de ce qui va être fait avec. Il y a peut-être un... Voilà. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, je ne sais pas si je vais trop loin, mais il y a peut-être un truc avec ça. Je sais pas, parce que c'est quand même... Non, justement, à la fin, il le redit, que ça lui a mis une claque et ça l'a ébranlé, parce qu'il a fait ça purement par cupidité, et il le dit. Grâce à ce contrat, on allait devenir extrêmement riche et une colonie plus que prospère. Mais en effet, il le dit quand à la dernière scène de l'épisode, qu'est-ce que... Je veux savoir où va ma marchandise. Ce que je fais, je veux être une personne honnête. Donc non, si, c'est clairement un des sujets abordés, selon moi. Bien. Est-ce que je suis le seul aussi Que de sérieux ce soir, oui. Est-ce que parce que la première fois qu'il nous montre le labo, il nous montre le labo à travers une espèce de petite fenêtre. J'ai eu comme des flashs de, je sais pas moi, on aurait dit ou de la Seconde Guerre mondiale, ou alors de la fausse Seconde Guerre mondiale, genre de Captain America, ce genre de choses. On dirait un labo. On dirait pas un labo qui est... Un labo de SF. Ouais, mais ça fait labo néfaste, méchant. Ça fait pas un... c'est pas juste un labo, il fabrique des petits machins. Non, on dirait vraiment un endroit qui est lourd, puis qui est utilisé pour fabriquer de l'armement, justement, même si, bon, il nous explique dans l'épisode que ce n'est pas le cas. C'est hyper sombre, tout est filmé de nuit, tu as des lumières vertes. Oui, ça fait labo de scientifiques fous, méchants, au démarrage. Mais c'est contrebalancé par le fait que le mec soit hyper ouvert, hyper bienveillant, et pas du tout... bref. Parce que c'est pas exprès justement pour nous prendre à contre-pied là-dessus, quoi. Non, si. Moi, quand il annonce au démarrage, je vais faire péter le labo, je me dis, oui, c'est normal, c'est un labo qui sert à faire des armes de destruction massive, il faut le détruire. Et en fait, non. Mais bon, voilà. Scène numéro, je sais plus, non, c'est la 15. Oui, c'est ça. Scène numéro 15. Le lendemain matin,
Archer et Reed observent le vaisseau Xindi et ses occupants. Les reptiliens n'ont pas l'air très contents alors qu'ils échangent avec les arboricoles. J'ai pas compris cette histoire de temporalité. D'un coup, il y a le vaisseau qui apparaît. Bon, le temps qu'ils viennent sur la planète, ok. Donc ils se posent, machin. Bon, c'est le matin, il fait jour. Mais la suite de l'épisode se repasse de nuit. Donc c'est-à-dire qu'ils ont passé la journée cachée pour vivre heureux. Mais bon, bref, c'était un peu étrange. Je sais pas combien de temps dure une journée sur cette planète. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Scène numéro 16. Dans l'infirmerie, Phlox explique à Tucker que les larves trouvées dans le fusil servent à régler la puissance du feu. C'est un truc de malade mental. Mais il a trouvé un moyen de les rendre malades avec certaines radiations et donc de rendre les armes inefficaces. Mais attention, car il a trouvé également que d'autres radiations les rendent au contraire prolifiques. Est-ce que c'est un fusil de Tchekhov pour l'avenir ? Je me rappelle pas. Ce serait cool qu'il On le tire avec des découvrira radiations, peut-être plus tard. il se trompe et l'arme elle surchauffe et puis elle devient trop puissante. Bon, bref, ça serait un peu rigolo. Mais bon, je me le garde dans un coin de ma tête. Scène numéro 17. Retour à nouveau sur la planète. Gralik est très éloquent et dit à Archer que depuis 6 mois déjà, ils fournissent des gras en chémocytes et qu'aujourd'hui aura lieu la dernière livraison. Il demande alors à Archer d'aller rencontrer les Xindi pour terminer le contrat et propose de récupérer des infos en passant. Waouh, le mec est trop sympa. Archer a des doutes alors que Gralik fait un laïus sur son honneur et sa fierté dont on vient de parler. Et c'est là pour moi que l'épisode tourne un peu à du what the fuck et que ça marche plus. À partir de la scène suivante. Ah. Quelque chose à dire ? Bah là, c'est vraiment le point pivot, quoi. C'est est-ce que Archer va lui faire confiance ou pas ? On sait qu'il a de l'empathie pour lui, parce qu'on nous l'a montré un peu avant, on en a parlé. Maintenant, est-ce qu'il en a assez pour lui faire confiance ? C'est un autre débat. Moi, c'est là, c'est maintenant. C'est le seul moment où il aurait dû lui faire confiance. C'est là qu'il aurait dû le faire. Parce que scène numéro 18, deux Xindi, des collègues de Gralik, viennent le chercher pour aller au travail. Tout le monde se cache et Gralik dit que d'autres viendront le chercher. Il présente à nouveau son offre. Pourquoi est-ce que Archer, à ce moment-là, ne lui a pas laissé parler ? Ok, il avait encore peut-être des doutes, ce que je vois pas la différence entre ce qui s'est passé là et ce qui se passera plus tard. Pourquoi à ce moment-là, Gralik aura gagné la confiance de Archer et pas à ce moment-là ? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il lui faut un temps de réflexion. Et là, Ouais, il n'a pas eu son temps de réflexion. Et en plus, moi, je trouve vraiment, s'il avait dit d'accord dès maintenant, sans parler du rythme de l'épisode ou quoi, ça aurait fait très naïf. Ça aurait vraiment fait le mec, ok, allez, c'est parti, je te fais confiance, je te connais depuis 2 jours. Et... Bah ouais, justement, ils ont passé 24 heures ensemble. Et bah ouais, non mais... Combien d'heures, toi et moi, on a passé ensemble ? Et pour moi, je te fais confiance. 0, parce qu'on on n'était pas vu. En vrai. Si c'est juste nous, sur une lune, tu sais, ensemble, à passer 2 jours, 24 heures complètement dans une petite cabane, tu sais, peut-être qu'on se connaîtrait un peu plus, tu sais. Ouais. C'est pour ça. Et pourtant, je vous fais confiance, Souline. Bon, bref. L'enjeu, il est... Non, pour moi, franchement, je suis sûr que s'il avait dit oui tout de suite, t'aurais dit, ah bah dis donc, il fait vite confiance quand même. Non, parce que... Enfin, peut-être en d'autres circonstances, mais là, au démarrage de la scène, je me suis dit, c'est bon, il va aller ouvrir la porte, on va avoir une scène où Archer va être caché derrière un coin de mur, et que les gars vont vouloir rentrer, ou un truc comme ça, et qu'il va leur dire, non, rentrez pas. Parce que moi, pour moi, c'était établi, clair, que Gralik était bon, positif, et qu'il allait aider Archer et son équipe. Et je ne comprends pas pourquoi, à ce moment-là, non, et surtout que les conséquences de cette non-action à ce moment-là, enfin, la résolution ne me convient pas du tout. On va en parler dans quelques minutes, mais moi, c'est à ce moment-là que l'épisode est perdu. Pour moi, c'est pas du tout établi. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, ça n'est établi que au moment où on s'aperçoit qu'il ne les trahit pas et qu'il fait vraiment ce qu'il avait promis. Donc à la dernière scène du film. Il n'y a rien de factuel. Il n'y a rien de factuel qui nous est donné, à part lui et son jeu d'acteur. Il n'y a rien qui nous indique s'il est sincère ou pas. À aucun moment.
Bah, je sais pas, non, mais quand il l'a dit, là, on était tous les 3 d'accord pour dire qu'il avait l'air très sincère. Bah oui, il a l'air, mais peut-être que c'est un très bon manipulateur. Eh beh, oui, mais bon. Moi, pour moi, non, si Non, mais tu après, T'essaies les t'essayes si de, tu te t'essayes de fies... critiquer Archer, mais je pense que c'est toi le con dans l'histoire, parce que toi, tu lui aurais fait confiance direct, oui, sans mais même moi, le j'ai la savoir. face of the heart, tu Ah, ok, je comprends? comprends. Ce qui va nous rappeler, hein, dans quelques temps, Archer, hein, Pour toutes moi, on les est 3 vraiment dans la phrases. tradition de Star Trek du dilemme moral. C'est-à-dire que Archer, là, il fait un saut de la foi au moment où il fait confiance, mais il a besoin de temps pour pouvoir le faire. Et au moment où il le fait, ça aurait encore pu être une erreur. OK. Bon, je sais pas. Alors peut-être que c'est les conséquences, qui sont mal gérées. On va voir. Mais je continue de douter. Je pense que c'est là que bon, bref. Scène numéro 19. Sur l'Enterprise, l'équipe de T'Pol, Phlox et Tucker mène des tests et bien que T'Pol soit réticente. En effet, l'attaque des Xindi sur le vaisseau a tellement été dévastatrice qu'il faut bien étudier leurs armes afin de s'en défendre. Pour le coup, c'est tout à fait légitime. Scène numéro 20. J'ai bien aimé pour une fois cette seconde quête, cette seconde intrigue avec toute la recherche autour de l'arme des Xindi, l'étude de la kétosine au démarrage, etc. Là, pour une fois, enfin, pas pour une fois, c'est pas vrai. Des fois, je trouve ça cool, des fois, je trouve ça pas cool. Mais là, je l'ai trouvé cool, cette gestion-là. Scène numéro 20. Degra attend dans le complexe. Le Xindi reptilien l'accompagnant se plaint du retard des arboricoles. Mais Degra, lui dit qu'il aurait beaucoup... Oh là là, ça ne va pas du tout mes notes. Hein. Mais Degra lui dit qu'il aurait eu beaucoup à apprendre d'eux, notamment la patience. Alors, les 2 collègues de Gralik viennent et annoncent que Gralik a disparu. Le reptilien prend alors l'initiative de lancer les recherches. Assez cool, vraiment très très cool. T'as pas une image avec les trois Xindi côte à côte? Non, malheureusement, non. Ah, ça j'aurais bien aimé. Parce qu'à un moment, il y a les 3 Xindi, le reptilien, le primate et l'arboricole qui sont tous les 3 épaule contre épaule, tournés dans la même direction. Et j'ai trouvé l'image belle, cool et classe. Et voilà. Et donc les différences de vision du monde qu'ont ces 3 espèces. Hein, le reptilien porté plus sur l'action, les arboricoles sur la patience, la réflexion, et le primate sur l'analyse. Et je trouve ça cool. C'est dommage que ce mec-là, Degra, n'ait pas plus marqué que ça la pop... pas la pop, mais la culture trekkienne, parce que il fait pas partie des grands méchants iconiques de Star Trek qui reviennent, alors qu'il avait un potentiel quand même. Hein. Je trouve il prend son temps dans ses analyses, il calcule beaucoup, il se laisse jamais emporter. Je le trouve cool, quoi. Je le trouve assez réfléchi. Il me fait penser un petit peu à la belle époque des Vorta. C'est pas les Vorta. Si, c'est les Vorta dans Deep Space Nine. Oui, les Vorta, oui. Les Vorta. Et bon, bref, moi j'aime bien Degra et je le trouve cool. Mais c'est dommage qu'il ait joué par Iggy Pop. Oui, Degra, il est bien comme personnage, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Bref, voilà. Scène numéro 21. L'équipe d'Archer et de Gralik font un trek en forêt. Mais pourquoi me dis-je, toujours en réaction avec ce qui s'est passé précédemment. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont suivis. Ce sont des drones super cool. T'as pris une photo du drone? Oui, mais faut attendre un peu, ça va spoiler ce que tu vas dire après. D'accord. Ce sont des drones super cool. Une fois de plus, seul Archer parvient à détruire l'ennemi d'un seul coup, alors que Reed échoue. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la gimmick de cette série qui m'agace le plus. Le groupe décide d'aller se cacher dans les grottes. Vraiment,
je suis désolé de râler là-dessus, mais ça commence à m'agacer de ce Archer qui, dès qu'il vise un ennemi, il l'abat du premier coup. Et tous les autres en galère, machin. Reed, qui est le chef de la sécurité, rate tous ses coups tout le temps. Encore dans l'épisode suivant. Ça m'énerve, ça m'agace. L'épisode suivant, c'est un peu particulier, on en reparlera, mais C'est un peu particulier, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, Archer, moi, enfin, ça commence à me saouler. C'est comme si c'était marqué dans son contrat. Je veux qu'à chaque épisode, je fasse un tir, un ennemi. Un tir, un one-shot. De toute façon, tu sais, comment il s'appelle quand tu vois les trucs qui se passent sur Fast and Furious et tout ça. Exactement. C'est The Rock et machin, et Jason Statham qui ont un contrat, le même nombre de coups de poing, ou je sais plus quoi, de Vin Diesel, pas Statham, le même nombre de coups de poing de mise à terre, ou je sais plus quoi. Bon, c'est ridicule et ça te pourrit une histoire. Ça devait pas exister à l'époque, non? Je suis sûr que si, mais si, c'est certain. Sans Sans parler forcément de contrat, en plus, mais pour des séries, peut-être que pour des acteurs, genre Tom Cruise, peut-être à la limite, grand acteur pour des grands films, etc. Mais là, j'ai rien contre Scott Bakula, j'ai absolument rien contre, mais c'est Scott Bakula dans Enterprise, c'est pas non plus... Mais moi, ou alors c'est un billet des scénaristes parce qu'il adorait dans Code Quantum, donc ils ont dit il peut pas être nul ce mec, il était trop bien dans Code Quantum. Il est trop bon, il est trop voilà. Il ratera rien, impossible. Je suis sûr et certain que c'est Bakula qui allait voir les prods et dire ouais d'accord, mais bon, dans la scène d'action, je veux dégominer lui, machin. C'est une bataille d'ego. Si je rate mon coup, je me mets torse nu. Alors moi, j'ai aucune idée là-dessus, je me prononcerai pas là-dessus. Bon, c'est du feeling, j'ai aucune preuve, mais bon, bref. On l'apprendra dans quelques années quand Bakula mourra. Il y aura quelqu'un qui dira ouais, il saoulait tout le monde à vouloir tuer tout le monde sur le plateau. Dans 50 ans, il y a quelqu'un qui dira ouais, Rémi, il savait pas ce qu'il disait. Il a inventé tout. Ouais, c'est ça aussi, ça c'est sûr et certain. Je pense que dans 50 ans, tout le monde m'aura oublié, tout va bien. Scène numéro 22, pardon. Retour sur le vaisseau. Tucker a du mal à faire feu avec le fusil Xindi. Mais le fusil se met en autodestruction et menace d'exploser. Tucker se met alors à courir en renversant des gens dans les couloirs. Ça, par contre, c'est une gimmick qui me fait beaucoup rigoler et que j'aime bien. Et téléporte le fusil en dehors du vaisseau. Boum! Ouf! Oui, t'as remarqué. Il téléporte le fusil qui cache le vaisseau. Très drôle. Bel angle de caméra avec la lune derrière. On a un travail de... C'est très rigolo. Et petite explosion, par contre, du coup, on ne sait pas quelle dimension aurait pris l'explosion. Est-ce que ça aurait fait exploser juste la pièce? Est-ce que ça aurait fait exploser une bonne partie du vaisseau? Genre une grenade, peut-être? Oui, voilà, c'est pas non plus extrêmement important, mais c'était cool. Ouais, petit commentaire sur le transporteur. Ici, ils servent du transporteur pour enlever le flingue qui va exploser, donc ça a du sens. Je trouve quand même que c'était un risque au début de l'épisode de transporter le petit flacon avec la matière dont ils ne savent pas ce que c'est. Là. Ils ont du chemosite dedans. Ils utilisent le transporteur. On sait que le transporteur n'est pas bon pour les matières organiques, vraiment, parce qu'il n'est pas parfait pour transporter des gens. On sait qu'il est plus pour transporter du stock ou de la marchandise. Attends, mais la chémosite, c'est organique? Je ne sais pas si c'est organique. Mais moi, j'ai compris que c'était un minerai. Hein. Peut-être, mais peut-être c'est un minerai instable, ils n'en savent rien. Ils ont fait des scans préliminaires, ils ne savent pas si c'est fragile, pas fragile, si c'est... D'accord. Puis ils le transportent avec leur transporteur qui n'est pas le meilleur au monde. Moi, après, le transporteur est capable de transporter des personnes puisqu'ils le font. Oui. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas 100% sûrs de la fiabilité et je pense qu'il y a aussi la méfiance par rapport à la technologie qui est quand même encore un peu assez nouvelle. Peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, effectivement. Je suis d'accord avec toi que de remonter en shuttle avec. A priori, ils ne connaissent pas la chemosite. Donc, effectivement, ils prennent un risque. Ça aurait pu être un truc instable qui allait exploser à la rematérialisation. Enfin, ils n'en savent rien. Mais en même temps, c'était moins risqué que de reprendre la navette pour repartir. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient peut-être pas le temps de faire ça non plus. Donc, bon, ça se tient, moi, je trouve. Ils reviennent, ils trouvent un autre matériel. Ah, merde. Ah, merde, on a dû prendre les deux. C'est chier. Scène numéro 23. Dans les groupes,
Dans les grottes, pardon. Oh là là. Archer et son groupe se reposent. Le Xindi, pardon, explique que ce sont des grottes en topaline. Ça bloque les transmissions, comme dans Star Trek Insurrection. Tiens. Gralik confronte Archer, lui demandant s'il va le tuer maintenant ou s'il attend un peu plus tard. Archer explique alors que non, personne ne mourra aujourd'hui, la colonie, il l'a décidé, est innocente. Il préfère plutôt que les arboricoles donnent la kénocyte, mais réserve une surprise. Coupure pub. Ok, c'est bon, t'avais raison, je comprends, Thierry, tout va bien. Sur la forêt, Oui, je sais plus à quel moment tu dis ils vont faire une balade en forêt, tout ça. un peu plus tôt. Je pense que c'est... tu sais, on apprend qu'il a l'habitude de faire des balades en forêt Un peu plus tard, ouais. un peu plus tard, ouais, effectivement, on l'apprend pas tout de suite. Mais du coup, c'est peut-être, genre, à la fois pour se laisser du temps de réflexion, parce qu'il sait qu'ils vont peut-être revenir à son domicile, enfin bref, voilà. Et en même temps, pour se dire, peut-être qu'au pire, on peut le laisser partir. Une fois que j'aurai décidé, on pourrait, au pire, s'il y a une troupe qui arrive, on peut le dire, allez, va te balader dans la forêt, et puis ils te trouveront là, et ça fera crédible que tu étais en train de te balader dans la forêt, quoi. C'est vrai. Ce qui va avoir du sens d'ailleurs plus tard, mais on en reparlera. Oui. Je ne sais pas quoi dire. Ouais. Ok, ça me va. Scène numéro 24. Gralik est envoyé seul à l'avant des Xindi. Reed n'est pas d'accord avec Archer. Hayes non plus d'ailleurs, mais il le dit un peu mieux que Reed. Mais Archer dit avoir la foi en Garlic. Gralik, pas Garlic. Du coup, ça plante ma blague sur la foi et la face of the heart de Archer. Enfin, il fait confiance, mais bon, je maintiens que c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave. Scène numéro 25. Archer appelle T'Pol et Oshi et leur donne une mission, mais on n'en saura pas plus. On avance directement à la scène numéro 26. Après une belle vue du complexe scientifique, j'ai encore noté Gralik rejoint ses collègues et leur dit qu'il veut faire un dernier test avant l'expédition. L'Enterprise téléporte alors un échantillon modifié au groupe. Oshi explique qu'il permettra à l'Enterprise de suivre le vaisseau Xindi, un genre de traceur, quoi. Chouette idée, belle structure, joli complexe scientifique. Ouais, j'ai trouvé ça super qu'on a un autre angle de vue, enfin qu'on ait d'autres angles de vue dessus. Et là, c'était vraiment flagrant. Et du coup, j'ai pris la capture d'écran parce que je me suis dit trop cool, on va bien. Ouais, on a l'habitude d'avoir toujours le même angle pour nous dire l'action se passe là et c'est tout. Et on l'avait vu sur la cité posée sur la planète Océan. Oui, Sean. On n'est plus dans les matte paintings que TNG nous offrait avant. Donc, on peut avoir plusieurs points de vue. Je pense que maintenant, ils rendent carrément des modèles 3D. Donc, du coup, on est capable de tourner autour. Ça doit prendre 1h30 à l'époque de tourner autour, mais ouais. Les ramages des mais oui, c'est sympa. Ouais. Combien de scènes ? Ah oui, il reste plein de scènes, parce que j'allais vous révéler la réponse, mais c'est trop long. Scène numéro 27. Le Xindi reptilien confronte Gralik et lui demande pourquoi il a détruit un de ses drones. Et c'est là que ça cloche, à nouveau. Gralik explique des bobards et finit par faire un spectacle façon « Ouais, ça fait 42 ans que je fais mon boulot et c'est 2 gamins qui vont m'apprendre, gna 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 gna. » Il arrive à les convaincre. Moi, je doute vraiment là. Enfin, c'est ça la scène que je disais en rebond du fait de ne pas avoir fait parler Gralik plus tôt. C'est là que ça me pose un gros problème. Pourquoi le reptilien il est aussi calme alors qu'il y a du matériel militaire qui vient d'être détruit ? Quelle que soit la justification que donne Gralik, ça n'est pas censé lui convenir. Moi, je suis désolé. On me montre comme un espèce de
d'ultra rigide militariste. J'arrive, on me détruit mon matériel parce que je suis à la chasse aux papillons. Non, pas aux papillons, aux escargots, aux scarabées. Enfin, non, c'est pas. Je ne comprends pas. Et voilà, Degra, il est calme, il est sur la retenue, je peux comprendre que lui se laisse convaincre, mais le reptilien, c'est pas normal. Il devrait douter jusqu'au bout. Enfin, là vraiment, c'est pour ça que je dis que le doute de Archer Il est doute trop jusqu'au long. bout. Et que... Ton reptilien, Le il reptilien doute. Oui. Jusqu'à la dernière scène, il se retourne. On n'a pas encore parlé, mais il se retourne parce qu'il check ce que l'autre est en train de regarder derrière lui. Il doute, mais techniquement, Degra, c'est son boss. On dirait qu'ils sont partenaires, mais je pense que Degra, c'est son boss. Et donc, du coup, il fait juste Degra est clairement le supérieur. suivre les ordres. Après, honnêtement, le gars, il débarque sur une planète. Ça fait 42 ans que ce mec-là, il fabrique son fucking Chemosite sur sa lune de merde. Et alors on sait qu'il est spécial, on sait qu'il est bizarre. Il part à la chasse au scarabée. Qu'est-ce qu'on en sait? L'autre, il n'en sait rien de ce qu'il fait, comment il est. Il m'a détruit un drone qui m'a coûté que dalle. J'en ai 800 des drones sur mon vaisseau. Mais c'est pas la question matérielle. Moi, mon problème, il n'est pas avec les drones là-dessus. Parce que j'ai un problème avec cette scène aussi, quand même, Rémi. Hein, même si j'y accorde pas la même importance que toi. Check de l'espace. C'est par rapport au signe de vie. Oui. Il a détecté 2 formes de vie humanoïdes. Ouais. Puis l'autre est comme non, j'étais seul. Ouais, voilà, j'étais seul. Okay, mais l'autre, il le croit. Écoute-moi bien, mon gars, gars, ça fait 42 ans que je suis ici et que je suis tout seul. Voilà, on va l'accepter. Moi, quand je chasse les scarabées, j'accepte personne avec moi. C'est comme le grand-père avec les champignons. Ça, c'est le truc, tu vois, qui pose un peu question. Après, par rapport au drone, moi, justement, je trouve que là où il y a un problème, c'est pas tellement qu'Archer a tardé à lui faire confiance. Moi, je trouve que c'est totalement normal. Par contre, c'est sur le fait qu'ils n'aient pas réussi à détruire les 2 drones. Ça, toi, ça te pose un problème parce que c'est Archer qui réussit tout le temps. Moi, ça me pose un problème parce que, ok, déjà, cette histoire de drone, est-ce qu'ils auraient pu juste se balader dans la forêt, se mettre dans une grotte, mais il fallait mettre une scène d'action pour le rythme, bon, ouais, d'accord. Mais qu'ils fassent rater un drone, ça donne l'information sur les signes de vie. Si les 2 avaient été détruits, le truc de Degra qui dit moi je suis chez moi, je fais ce que je veux, j'étais en train de chasser, vous m'avez fait fuir mes machins, j'étais pas content, j'ai détruit les trucs. Ok, ça peut se tenir. De toute façon, le mec, il est chez lui. Enfin, c'est sa colonie, c'est lui qui. Enfin, c'est sa colonie. Je sais pas si c'est le chef, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les autres, c'est juste des clients. Ouais. Donc moi, si je lâche mes chiens dans un supermarché et qu'ils vont commencer à bouffer la viande ou à attaquer les clients et qu'ils se font chasser par la sécurité, je veux dire, c'est pas à moi d'aller faire chier les agents de sécurité pour avoir tasé mes chiens qui attaquaient les clients, tu vois. C'est vrai. Je fais ce parallèle-là. C'est peut-être un peu foireux, mais voilà. Par contre, mais c'est logique. Les drones qui reviennent et qui disent on a détecté 2 formes de vie, en plus c'était pas des Xindi, c'est chelou. Enfin, bon, ils ont pas 5 fois apparemment, mais ils auraient pu l'avoir. Il aurait pu les confisquer. Il aurait pu confisquer les drones et dire t'as pas le droit de lâcher ça dans mon labo à venir scanner mes choses. C'est mon entreprise. J'ai mes secrets professionnels, t'as pas le droit de faire ça. On double la prime du contrat. Boum, fini. Pow. Sinon, on livre plus. Donc effectivement, pour moi, il y a un problème avec cette scène, quoi. Il y a un problème avec on n'a pas détruit les 2 drones, ce qui aurait rien changé au reste en plus, et ça aurait rendu l'épisode plus crédible. Et il aurait pu lâcher un drone. Oui, voilà. Par contre, il y avait un truc cool. Oui, déjà. Oui, pourquoi en mettre 2 et pas 5 Pour qu'il y en ait un qui revienne. Pour que tu puisses suivre ces informations. Ah non, excuse-moi. Non, mais en plus, par contre, un truc bien joué, c'est qu'on voit que le drone survivant passe derrière Reed. Et c'est pas clairement établi qu'il l'a bien scanné ou pas. On voit un truc rouge à un moment, mais voilà, donc ils savent pas si c'est humain. Ça, c'est bien d'avoir mis ce doute-là, mais ça ne suffit pas. Et après, par contre, ce que je trouve génial avec cette scène, c'est que on a Gralik qui est mis en difficulté. Et c'est le moment où il aurait pu tout lâcher, tu vois, dire en fait j'ai été menacé par des humains, machin. Et là, au contraire de tout lâcher, il y va à fond, quoi. Il sort des bobards, il se montre sûr de lui, il est là, non, j'étais tout seul et tout. Et là, il y a du surjeu, comme je disais au début. Et là,
ça montre vraiment que non seulement il est sincère, mais en plus il est vraiment très convaincu par ce que lui a montré Archer. Et tu vois que voilà, il est révolté par finalement ce qui est en train de se passer, quoi. Et je trouve que c'est vraiment là pour moi, c'est vraiment le moment où on sait qu'il était sincère. Et voilà, ça donne une force au personnage, je trouve, qui est particulière. Alors que s'il n'avait pas été mis en difficulté, ça aurait pu être juste, bon, allez, tu vois, alors que là, il est vraiment à fond, quoi, le mec. Ouais. Ok. Bon, c'est bien, on a apaisé ce cas de scission entre nous deux. C'est numéro 28. Le groupe d'Archer observe de loin le chargement. Archer fonce pour mettre l'échantillon traceur à bord. Jusqu'à ce qu'il monte dans la navette, j'ai trouvé que c'était une scène étrangement rallongée, avec d'abord Reed qui regarde de loin, puis Archer qui est tout près, et puis il commence à avancer, mais pas trop, puis il parle à Reed, et puis ça y est, il commence à avancer, on le voit avancer de très loin, avec une image 3D pas très jolie. C'était très étrange. Bon, ça dure quelques secondes, mais pour le coup, ça m'a... Bon, j'avais décidé de pas aimer l'épisode, apparemment. Alors, le fait que ça soit long, je suis un peu d'accord avec toi, même si ça m'a pas choqué. Par contre, je trouve que ça a quand même un intérêt qu'on voit qu'il y a Reed qui surveille de loin. Parce qu'on aurait pu se dire, mais attends, personne ne le voit quand il monte dans le vaisseau, c'est ridicule. Alors que C'est vrai. là, non, justement, on sait que il surveille son passage, il vérifie que justement personne ne le voit et qu'il peut passer tranquille. Et je trouve que ça, par contre, c'était intelligent. C'est presque dommage de ne pas avoir donné plus de place à Hayes dans cette scène. Genre, ça aurait pu être lui. Pourquoi c'est pas lui d'ailleurs qui est monté à bord de. Ouais, ça aurait pu être intéressant de le faire à lui. C'est vrai, le 3D est pas très beau, t'as raison. Ouais, on le voit courir, c'est trop. C'est marrant. Scène numéro. Eh ben non! Avant la scène suivante, la réponse à la question. Eh oui. Quel est le thème du premier hors-série de Star Trek pour les nuls? Sean, tu as répondu, c'était une émission musicale. Thierry, une émission comics? Eh bien, c'est légalisation. C'était bel et bien une émission comics que j'avais animée tout seul d'une très mauvaise manière. C'était mes débuts, j'étais stressé, je parlais très vite. Mais très rapidement, tu m'as rejoint, Thierry, pour les émissions comics. Et si bien qu'on a arrêté d'appeler ça des émissions hors série, on a appelé ça Star Trek pour les nuls comics, tout court. Hein. Et ouais. Ça et une entrevue. Et. Ah! Non, c'était bien. Non, oui, c'était bien un comics. Sûr, c'est bon. Non, c'était bien un comics. Ouais, parce que c'est bon, je m'en souviens. C'était bel et bien un comics. Et Thierry, Sean, du coup, tu avais mis un commentaire. Ça vient à peine de commencer. Déjà, tu fais des hors-séries. Je me rappelle absolument pas de ce commentaire-là. Non, mais j'ai des mémoires. Tu sais, dès que ça a trait à ma personne, ça me. Ah, ok. Voilà. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Scène numéro 29. Dans la navette Xindi, Archer fait sa tambouille. Mais 3 Xindi sortent. Il s'agit des 3 importants. Gralik, Degra et le reptilien qui n'a pas de nom. Gralik couvre l'évasion de Archer en posant des questions sur la destination de la marchandise. Degra lui répond que la kétosine va servir contre une espèce ennemie très dangereuse qui risque de détruire les Xindi. Et c'est alors que, comme De Palmas, on voit le doute s'immiscer dans Gralik. Et c'est marrant parce que dans mes souvenirs, Gralik, pas Garlic, se faisait tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, les Xindi découvraient le poteau rose et le tuaient. Donc c'est bien que mes souvenirs soient erronés. Mais voilà. Chouette scène, c'est la fameuse dont tu parlais, Thierry, Sean, avec le reptilien qui n'a pas confiance. Alors, je sais pas, moi, ce geste, je suis en train. On est 3 en train de parler en forme triangulaire. Il y en a 2 face à un troisième. Le troisième, soit il regarde le reptilien, soit il regarde le primate. Et quand il regarde au milieu,
qu'est-ce qu'ils regardent? Du coup, c'est normal que les mecs se retournent, non? Je sais pas, quand je suis en train de Oui. discuter avec quelqu'un dans la rue et qu'il regarde quelqu'un ou quelque chose, je me retourne aussi. Ben oui. Voilà. Donc, c'est pas du doute. Surtout quand tu es un chef. Surtout quand tu es un chef militaire. Voilà. Donc, il doute pas de Gralik. Si? Moi, je pense qu'ils doutent encore. Non. Moi, je pense Je que ne suis oui. De pas toute façon, je pense qu'ils sont tous racistes. Donc, du coup, le reptilien, il doute tout le temps de ce que C'est pensent vrai. les arboricoles. C'est vrai que les reptiliens et les insectoïdes ont un aspect légèrement xénophobe. Les arboricoles aussi. Oui. Envers les reptiliens. Oui, parce Ouais, qu'il c'est dit, vrai, je sais plus ce qu'il en a parlé tout à l'heure, ouais. Il dit un il truc dit envers il les faut pas faire reptiliens. confiance aux reptiliens et aux insectoïdes. Et Mais les primates, oui, on peut y aller. parce que justement, ils ont eu leur guerre, machin. Voilà, il y a des restes, quoi. Mm. Même Il y a si 3 juste j'essaie de générations bosser plus tard. ensemble. Il y a maintenant. juste les primates qui sont pas activement racistes ou xénophobes envers tout le monde, mais ça se voit qu'ils se sentent quand même supérieurs à tout le monde. Ah ben, voilà, c'est peut-être la pire forme. On va pas leur dire qu'on les aime pas parce que comme ça, ils C'est vont des travailler pour nous. suprémacistes primates. Voilà, Oui. c'est des impérialistes. Scène numéro 30, dernière scène de l'épisode. Alors que les Xindi sont partis, Archer et Gralik échangent de nouveau. Gralik lui fait part de ses doutes, mais Archer lui demande d'avoir la foi. I got faith at the heart. Avant de partir, Gralik lui dit que les portails n'ont une portée que de quelques années-lumière, parce que le vaisseau Xindi, en décollant, a pris un portail. Et du coup, on a perdu déjà la trace de la kétosine, ce qui est problématique. Et demande à Archer de ne pas oublier que tous les Xindi n'en veulent pas aux humains. Hashtag not all Xindis. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Ils trinquent ensemble. Ah pardon, hop là. C'est un épisode. C'est un épisode qui avance bien. Ouais. Non seulement qui avance bien dans sa propre histoire, mais aussi l'histoire de la saison. C'est un épisode qui nous présente beaucoup de personnages Xindi très intéressants avec des acteurs de qualité. C'est un épisode qui nous montre une planète avec des bâtiments qui sont intéressants. Il y a aussi quand même un concept, comme tu dis, dans la deuxième histoire qui est sympathique à suivre. Avec les analyses de technologie Xindi, même si on ne revoit plus jamais ce vaisseau-là, ce fusil-là, et puis que ça ne sert à rien, c'est quand même sympa de savoir qu'ils font des analyses comme ça. C'est pas dérangeant de voir Reed prendre un peu plus de place pour une fois dans un épisode, même s'il sert un petit peu de figurant avec Hayes. Puis surtout, là, on nous présente des personnages qui vont commencer à devenir un peu plus présents dans la série, du côté des méchants /bons /méchants bons / on sait pas trop. Pour moi, c'est un épisode de qualité, surtout suivant putain de Exil. Genre. Donc, je sais pas, t'es peut-être fou, mais moi, je l'ai bien aimé celui-là. Non, mais après, c'est... alors, juste, voilà, mes notes de fin d'épisode concordent avec les tiennes. J'ai marqué, à l'époque, j'avais beaucoup aimé cet épisode. Il m'avait fait grande impression. Aujourd'hui, je me suis passablement ennuyé devant. Par contre, en termes d'histoire avec le grand H, il est important et intéressant car il montre bien que les Xindi ne sont pas unis. Il montre beaucoup de ce qu'on appelle le lore, donc l'histoire interne de l'univers, etc., etc. Donc, ouais, c'est peut-être moi qui étais de mauvaise humeur quand j'ai regardé cet épisode. Hein, mais... Oui, ou peut-être que si tu dis que tu l'avais beaucoup aimé au départ, tu avais peut-être trop d'attentes aussi dessus. Peut-être aussi. Ouais. Moi, j'étais tout content de voir ça. Il y a les arboricoles, je suis content, je les aime bien, ils sont bonhomie. Ben, ça n'a pas marché. Bon, écoute. Alors, avant de parler de mon avis général sur l'épisode, je voulais quand même parler un petit peu de la dernière scène. Donc, on apprend qu'ils ont perdu la trace du vaisseau alors qu'ils s'étaient fait chier à mettre de la chémocyte avec une signature radiolytique modifiée dedans pour pouvoir tracer. Et ben, on en entendra de nouveau parler
de cette signature radiolytique qu'ils ont mis en place. Et c'est pas dans l'épisode d'après, c'est pas dans l'épisode d'encore après, c'est quelques épisodes plus tard, je sais plus exactement combien, mais c'est pas perdu, ça resservira plus tard. Et ça, je trouve que toujours pareil, en termes de construction moi, c'est un truc, à chaque fois je reviens dessus, hein, mais la construction narrative de la saison est vraiment bien fichue pour ça. C'est qu'on nous plante des graines à des moments, ils savent ce qu'ils vont en faire après, c'est obligé, et ils ressortent ça, mais plusieurs épisodes plus tard, au moment où on s'y attend le moins. Et du coup, ça sort pas de nulle part. C'est ancré dans ce qui s'est passé avant. Voilà. Et je trouve ça très cool. Et en plus, il y a du coup un côté réaliste où les choses deviennent pas utiles tout de suite. Et ça s'enchaîne pas comme cousu de fil blanc, tout simple, quoi. Il y a toujours des événements entre les choses. Et voilà. Et après, j'ai pris la capture d'écran d'Archer qui trinque avec un Xindi. C'est quand même extrêmement fort. On en parlait tout à l'heure. Mais au début de la saison, il partait dans l'étendue delphique pour casser du Xindi, quoi. Ouais. Et là, on a le capitaine du vaisseau qui était chargé de mener la guerre au Xindi qui trinque avec un Xindi. Et je trouve ça, mais c'est merveilleux, quoi. Ouais, et ça arrive au bout de l'épisode 7 sur 25. Oui, finalement, c'est très rapide. Ça arrive très tôt, ouais. Oui, non, mais ce qu'on n'arrête pas de dire. On en regarde tout le temps. Je sais pas ce qu'ils vont raconter dans la suite de la saison, mais pour moi, ça arrivait super tard, cette histoire-là. Et en fait, non, ça arrive qu'à l'épisode 7. Ça, c'est notre gimmick. Non seulement Archer, sa gimmick, c'est de buter des gens. Nous, c'est de nous dire, mais ça arrive vachement tôt, ça. Non, mais non seulement c'est comme une ponctuation énorme pour la saison, mais j'aime aussi qu'au début de l'épisode, il refuse, il veut pas boire, et à la fin de l'épisode, il boit. Tout à fait. Parce qu'ils ont établi, non seulement ils ont établi l'empathie au départ, la confiance après qui a tardé à arriver. Et là, c'est pas l'amitié, mais on a un début de camaraderie, quoi. Voilà, au point de un respect mutuel en quelque sorte. Ouais. Donc il y a vraiment cette transition qui est faite dans l'épisode. Et on t'en a parlé, Rémi, vite fait. On est dans la première guerre du Golfe, et on en parlait au début. Tout le début de saison, c'est une métaphore du 11 septembre. Et c'est là qu'on arrive, justement, et comment Star Trek arrive à amener subtilement un propos qui est de dire, finalement, la vengeance, c'était... Il faut nuancer quelque part, quoi. C'était peut-être pas trop une bonne idée d'aller faire la guerre à tout un pays parce qu'une bande de terroristes avait détruit deux tours dans notre pays, quoi. Et qu'on se dit, tiens, là, voilà, ça crée de la nuance. Ouais. Mais ça a d'abord pris le temps d'embarquer le public et de dire on vous comprend, on comprend le sentiment. Et on part de là pour faire la démonstration finalement qu'il y a autre chose à avoir que ce sentiment et qu'on peut peut-être réfléchir un peu plus et avoir de la nuance. Et c'est fou parce que c'est là, ça vient d'arriver, quoi. Enfin, on est à 2 ans après, même pas. Oui, si, c'est ça, 2001, 2003. Ça aurait été fait de nos jours, ça aurait pas été les Indies qui auraient attaqué la Terre, ça aurait été la section 31 qui aurait attaqué elle-même la Terre pour justifier le fait qu'ils aient cherché du chemocide gratuit dans les Expanse. C'est ça. J'ai oublié un truc au démarrage dans ce que je dois faire. J'ai oublié de donner les notes des forums. La communauté francophone de Star Trek a noté cet épisode très très haut, 8,25 sur 10. Ultime Frontière également a noté assez haut, 7 sur 10, pour une moyenne de 7,63 sur 10. Et toi, Thierry, Sean, à chaque fois Thierry, je sais pas, désolé. Et toi, Sean, tu l'avais noté combien à l'époque? Parce que tu avais 7 sur 10, bravo. Non, 7 sur 20. Ah. Non, 7 sur 10. Non, c'est un épisode qui m'avait bien plu, puis il me plaît toujours. Ok. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses? Ou je dis au revoir à nos auditeurs, auditrices. J'ai une question à te poser. Oui. Pourquoi le N de ton t-shirt est à l'envers? Le N de mon t-shirt. Je n'avais jamais remarqué, écoute. Spider-Man russe, peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ton t-shirt. Tu en as parlé des nôtres, mais pas du tien. C'est un t-shirt que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années
Pour tout dire, pour tout avouer, je ne le porte que plus qu'en pyjama, mais je ne savais pas quoi mettre comme t-shirt ce soir. Je me suis dit, il est propre, je le mets. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi avec. Peut-être que je dormirai avec ce soir, peut-être pas. Je vous le dirai dans un prochain épisode. Non, rien de particulier. Je pense que j'ai dû l'acheter dans une grande surface parce que tu sais, c'est les t-shirts genre que faisait H&M ou je ne sais pas qui à une époque. Voyons, c'est marqué là. Vous arrivez à lire? Marvel, ok. Ça va, c'est correct. C'est pas de la contrefaçon. Non, bon, bah, voilà. Non, rien de particulier. Je l'aime bien parce que je l'ai depuis très longtemps, mais il n'a pas d'histoire. Voilà. Ben, vous aussi, dans les commentaires, dites-nous à quel point vous avez aimé ou pas cet épisode. Shipment, une cargaison foireuse. Non, comment il s'appelle? Une cargaison foireuse. Ça y est, ça va revenir. La cargaison maudite, elle est maudite. Ça aurait pu être le nom d'un épisode de la web-série Contine Barbare. Connais pas. Il y a une web-série qui s'appelle Contine Barbare qui est encore en cours en ce moment. C'est des histoires de barbares, voilà. Et chaque épisode a un titre qui finit par maudit ou maudite. C'est marrant ça. Ok. Et une cargaison foireuse, ça aurait pu être un épisode des Aventuriers du Survivoire. Oui. Je pensais pas que ça allait traverser l'Atlantique, ça, Sean, les Aventuriers du Survivoire. Non, mais ça, j'écoutais ça il y a longtemps de ça avant de venir ici. Ouais, c'est vrai que... ouais. Ok, bon, ok, ça marche. Belle bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt pour l'épisode suivant, l'épisode 8 de la saison 3, The Twilight Zone. C'est pas son vrai prénom, mais c'est parce que c'est une référence. À bientôt, Sean. Au revoir. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous dans quel t-shirt vous dormez. Si vous dormez en t-shirt, parce que c'est vrai que j'en porte pas souvent l'été, ça. Et au revoir. Est-ce que vous dormez déjà? Au revoir Thierry, à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Hop là.